Un matin, vous vous levez et sa gamelle est pleine. Vous l'appelez. Rien. Vous cherchez dans chaque pièce, derrière le canapé, dans le placard du couloir, sous le lit, et là vous le trouvez. Il est là, immobile dans un coin que vous ne l'aviez jamais vu fréquenter. Il ne lève pas les yeux vers vous. Il ne ronronne pas. Il est juste là. Et quelque chose en vous comprend, sans que vous vouliez l'admettre. Vous vous demandez, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a peur? Et puis vient la question la plus difficile, celle qu'on n'ose même pas formuler tout haut. Est-ce qu'il sait? Ce que nous allons explorer aujourd'hui est différent. Ce n'est pas une vidéo sur la mort. C'est une vidéo sur ce que la science nous dit réellement de ce que vit votre chat dans ces derniers jours. Et je vous préviens, c'est beaucoup plus réconfortant que vous ne l'imaginez. Partie 1. Est-ce qu'un chat sait qu'il va mourir? La réponse courte est non, pas comme vous et moi. Les humains sont la seule espèce connue à avoir une conscience anticipatoire de la mort, c'est-à-dire la capacité de se projeter dans sa propre non-existence et d'en souffrir à l'avance. Aucune autre espèce ne partage ce fardeau spécifique. Mais ce serait une erreur de conclure que votre chat ne ressent rien. En 2021, la philosophe Susana Monceau, de l'Université autonome de Madrid, a publié une étude dans la revue Synthèse, dans laquelle elle propose une distinction fondamentale. Posséder un concept de la mort n'est pas la même chose qu'en avoir une perception immédiate. Les chats, comme beaucoup d'animaux, appartiennent à la seconde catégorie. Ils ne réfléchissent pas à ce qui vient après, mais ils sentent que quelque chose a changé, profondément, irréversiblement. Et chez les chats, ce mot « sentir » prend un sens très littéral. Partie 2, ils peuvent le sentir, au sens propre. On connaît le mythe, les chats sentent la mort. Les maisons de retraite ont des chats célèbres, qui s'installaient auprès des patients quelques heures avant leur décès. Oscar, un chat américain vivant dans un établissement de soins à Providence, aurait prédit plus de 100 décès avec une précision qui a fait l'objet d'un article dans le New England Journal of Medicine en 2007. Pendant longtemps, on a attribué ça à l'intuition, au mystère, au folklore. Mais la science a une explication bien plus intéressante. Les chats possèdent entre 45 et 80 millions de récepteurs olfactifs, contre 5 à 6 millions chez l'humain. Ils peuvent détecter des composés organiques volatiles produits par les cellules en décomposition, les changements métaboliques liés à la défaillance organique et les variations hormonales liées au stress physiologique profond. En clair, ils perçoivent chimiquement ce que nos instruments médicaux mettent parfois des jours à confirmer. Ce que cela signifie pour votre chat, depuis des semaines, peut-être des mois, il analysait son propre signal chimique. Il savait que quelque chose en lui ne fonctionnait plus comme avant, pas de façon abstraite, de façon concrète, corporelle, immédiate. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait que c'était. Partie 3. Pourquoi il s'isole et ce que ça veut vraiment dire. En France, on a tendance à interpréter l'isolement d'un chat mourant comme de la tristesse, ou pire, comme un rejet. Il s'en va mourir seul parce qu'il ne veut pas nous faire de peine. C'est une belle histoire, mais la réalité scientifique est encore plus belle, à sa façon. En 1988, Benjamin Hart, de l'école vétérinaire de UC Davis, a publié une étude fondatrice sur le comportement des animaux malades. Il a démontré que l'isolement, la perte d'appétit, le sommeil prolongé et le retrait social ne sont pas des signes de dépression ou d'abandon. Ce sont des mécanismes évolutifs. L'animal ne renonce pas, il concentre, il coupe toutes les dépenses énergétiques non essentielles, interaction sociale, exploration, jeu, pour rediriger chaque ressource disponible vers un seul objectif, tenir. Hart appelle ça « the total effort to overcome », l'effort total pour surmonter. Il y a aussi une raison ancestrale. Les ancêtres des chats domestiques, comme la plupart des félins solitaires, s'éloignaient naturellement du groupe en cas de maladie pour ne pas signaler une vulnérabilité aux prédateurs. Ce comportement est câblé neurologiquement depuis des millénaires. Quand votre chat se cache sous le lit, il n'est pas en train de vous abandonner. Il est en train de vous protéger à sa manière. Partie 4. Quand il se rapproche, au contraire, mais certains chats font l'inverse. Ils deviennent soudainement collants, cherchent la chaleur de votre corps à toute heure, ronronnent constamment contre vous, alors que ce n'était pas leur habitude. Les spécialistes du comportement félin distinguent 2 types de rapprochement. Le premier est une réponse à la douleur non contrôlée. Agitation, respiration rapide, incapacité à rester en place malgré la fatigue. Si vous observez ces signes combinés à une proximité inhabituelle,
c'est un signal vétérinaire urgent. Pas parce que votre chat vous dit au revoir, parce qu'il a mal et qu'il cherche son protecteur. Le second est quelque chose de fondamentalement différent. Des études sur l'attachement félin, notamment celle de Christine Vital à l'Université d'Oregon State, publiée en 2019 dans la revue Current Biology, ont montré que les chats développent des liens d'attachement sécurisés avec leurs propriétaires, comparables à ceux des nourrissons humains avec leurs parents. Quand un chat en fin de vie cherche votre présence de façon calme et posée, ce n'est pas de la détresse, c'est de la confiance absolue. Partie 5. Le dernier sursaut. Si vous avez déjà vécu la fin de vie d'un chat, peut-être avez-vous connu ce moment étrange. Après des jours de léthargie, il se lève, il mange, il ronronne. Il vient s'installer sur vos genoux comme si rien n'était. Il semble presque normal. Et puis, quelques heures plus tard, il est parti. Ce phénomène a un nom, the terminal lucidity, ou regain terminal. Il est documenté chez de nombreuses espèces, dont les humains. En 2023, une équipe de chercheurs a catalogué 114 témoignages de propriétaires et de vétérinaires décrivant ce même pattern. Un vétérinaire a rapporté avoir été appelé pour une euthanasie programmée et avoir été accueilli à la porte par un animal qui sautait et jouait. L'explication neurologique vient d'une équipe de l'Université du Michigan, dirigée par Jimo Borjigin, qui a découvert qu'au moment où le cerveau commence à manquer d'oxygène lors d'un arrêt cardiaque, il ne s'éteint pas progressivement. Il produit une dernière vague d'activité organisée dans le cortex postérieur, une tentative finale de rétablir l'équilibre. La science et le sens coexistent ici. L'explication peut être neurochimique et la signification peut être réelle. Les deux choses sont vraies en même temps. Ce moment n'est pas une illusion. C'est votre chat qui utilise ses dernières ressources pour faire exactement ce qu'il a toujours fait, être avec vous. Partie 6. Sur l'euthanasie, pour ceux qui portent ce poids. Certains d'entre vous ont fait ce choix, ou vont devoir le faire, ou y pensent en regardant cette vidéo. C'est le choix le plus difficile qu'un propriétaire puisse faire, et c'est souvent le plus aimant. Voici ce que la science nous dit réellement sur ce moment. Une injection d'une solution concentrée de pentobarbital provoque une perte de conscience en moins de 30 secondes. Le cerveau cesse de traiter toute information. Il n'y a pas de perception de la transition. Une étude de 2015 menée par Monica Aleman à UC Davis a confirmé que la perte de conscience précède systématiquement toute réaction physique ultérieure. Les mouvements, les soubresauts, les respirations que vous pouvez observer après, ce ne sont pas des signes de souffrance. Ce sont des réflexes musculaires autonomes, sans aucune activité cérébrale consciente. Votre chat est déjà parti. Une étude menée à l'Université Frey de Berlin a suivi les marqueurs de stress de plus de 40 chats pendant le processus d'euthanasie. Les niveaux de cortisol et les indicateurs comportementaux de détresse sont restés bas dans tous les cas, que le propriétaire soit présent ou non, à domicile ou en clinique. Le concept d'euthanasie n'a aucune signification pour eux. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils ne le perçoivent pas comme quelque chose de bon ou de mauvais. Mais voici ce qui comptait. Partie 7. Vous étiez leur monde. Des recherches en neuroimagerie menées par Gregory Berns à l'université Emory ont montré chez les chiens que le noyau codé, la zone associée à la récompense et à la sécurité, s'active plus fortement à l'odeur du propriétaire qu'à n'importe quel autre stimulus. Pas la nourriture, pas les autres animaux, le propriétaire. Des études équivalentes sur les chats, notamment des travaux publiés dans Animal Cognition en 2016, ont confirmé que les chats reconnaissent la voix de leur propriétaire de façon distincte et y répondent neuralement de manière spécifique, même en l'absence de contact visuel. L'odeur, la voix, la chaleur de votre corps. Dans les dernières secondes de conscience, si vous êtes présent, ces stimuli sont enregistrés dans la zone du cerveau associée à la sécurité et à la récompense. Vous êtes la dernière bonne chose qu'ils perçoivent. Pas la douleur, pas la peur, vous. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neurochimie. Partie 8. Le deuil, celui qu'on minimise trop. Et puis, il y a l'après. En France, il existe encore une tendance culturelle à minimiser le deuil d'un animal. Ce n'était qu'un chat. Vous avez peut-être entendu cette phrase. Peut-être vous l'êtes-vous dite vous-même pour tenir. La science ne partage pas cet avis. En 2016, une étude publiée dans PLOS ONE par Philip Eland de l'Université de Maynooth a évalué 975 personnes ayant perdu un animal de compagnie. 7,5%
répondait à tous les critères cliniques du deuil prolongé, le même diagnostic utilisé pour la perte d'un être humain. Une enquête nationale britannique a révélé que 75% des propriétaires commencent à faire leur deuil avant même la mort de leur animal. C'est ce qu'on appelle le deuil anticipatoire. Plus de la moitié dissimulait ce qu'ils ressentaient vraiment. Les psychologues appellent ça le deuil disqualifié, la douleur que la société vous dit de ne pas ressentir. Mais votre cerveau, lui, ne consulte pas l'opinion publique. Des chercheurs de Harvard ont scanné le cerveau de mères, regardant des photos de leurs enfants, puis de leurs animaux. Les mêmes réseaux neurologiques se sont activés dans les deux cas. L'amygdale, le cortex orbitofrontal, le circuit de l'attachement. Le cerveau ne vérifie pas l'espèce. Il répond au lien. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes humain. Voici ce que nous savons quand on met tout ensemble. Votre chat ne craignait pas la mort. Il ne comptait pas les heures. Il ne souffrait pas de ce que vous souffrez en regardant cette vidéo. Ce qu'il portait, c'était quelque chose que chaque IRM confirme. Une empreinte neurologique de vous, gravée dans ses circuits de récompense, qui s'activait chaque fois qu'il entendait votre voix ou captait votre odeur. Vous n'étiez pas simplement son propriétaire. Vous étiez son expérience préférée. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la donnée. Et la vie que vous lui avez donnée, les matins ensemble, les soirs sur le canapé, la façon dont vous prononciez son nom, tout cela a construit une histoire de bien-être que la science vétérinaire qualifierait de bonne. Pas parce que chaque jour était parfait, parce que la balance penchait massivement du bon côté. Vous lui avez donné ça. Si vous traversez ce moment maintenant, ou s'il approche, soyez là. Votre présence compte jusqu'à la neurochimie. Et si c'est déjà passé et que vous portez encore ce poids, sachez que c'est le coût biologiquement exact, proportionnel, d'avoir été le monde entier de quelqu'un et d'avoir laissé ce quelqu'un être une part du vôtre. Si cette vidéo vous a rejoint au bon moment ou si elle vous a aidé à comprendre quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine.